donc le thème de cette table ronde est comment les voix démocratiques peuvent-elles se faire entendre. Et on était déjà un peu en train de commencer le débat dans la pièce à côté, et en se disant que finalement la question qui était peut-être tout aussi intéressante n'était pas tant le comment que le pourquoi les voix démocratiques peinent-elles à se faire entendre. Et je voulais pour commencer citer un sondage que je vous soumets, qu'on avait réalisé avec l'IFOP à l'époque sur Atlantico, dans la suite des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, et qui montrait qu'il y a 2/3 des Français qui ne sont plus intéressés par les discours politiques sur les valeurs de la République ou la laïcité. Ce sont des discours qui ne les touchent plus. Et j'ai envie de vous demander pourquoi croyez-vous qu'on en est arrivé là. Donc je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Raphaël Glucksmann, vous êtes essayiste. Pour vous présenter rapidement, Alexandra Léniel Lavastine, pardon, je connais votre nom, pourtant on travaille ensemble. Vous êtes philosophe. Céline Pina, vous êtes conseillère, ou vous étiez conseillère régionale en Ile-de-France, du Parti Socialiste, et Richard Malka, vous êtes avocat spécialisé en droit de la presse, avocat de Charlie Hebdo, justement. Donc, qui a envie de répondre pourquoi, précisément, ces mots-là n'intéressent plus ? Oui, je crois qu'en effet, la bonne question à se poser, c'est la question pourquoi, puisque les moyens nous les avons. Pourquoi les esprits qui, dans ce pays, font preuve de la lucidité la plus élémentaire, sont si mal entendus et si mal relayés? Je crois qu'une part de la réponse réside peut-être dans la question. C'est-à-dire que, vous l'aurez remarqué, ils sont tous disqualifiés comme néo-réactionnaires depuis le début du XXIe siècle. C'est assez paradoxal, c'est même le comble, puisqu'on a là des intellectuels qui sont presque tous issus du combat antitotalitaire, comme André Glucksmann, à qui nous devons rendre hommage. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont été lucides avant les autres, et ils ont compris beaucoup plus tôt qu'après la défaite du nazisme et la mort du communisme, eh bien, nous avions affaire à un troisième totalitarisme qui s'appelle l'islamisme. Je crois aussi qu'une autre raison réside dans la peur. Je crois que c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. La peur, on a peur de tout dans ce pays. D'abord, on a peur de s'attaquer à la racine du problème. On a en Europe une immigration massive d'origine musulmane, ce qui pose forcément des problèmes d'intégration culturelle et non pas seulement économique. Mais comme on n'a pas le droit de le dire, que le problème ne se pose pas, eh bien il n'y a pas non plus de solution. Sans problème, pas de remède, si bien que dans le communautarisme a prospéré l'islamisme, on l'a vu d'une manière tout à fait éloquente avec Molenbeek. On a peur aussi, et ça me paraît très grave, je crois, de nommer l'ennemi, de le désigner clairement. L'ennemi, c'est une idéologie criminelle. Il faut raisonner en termes idéologiques si on veut raisonner en termes de communauté de valeurs. Et c'est en raisonnant en termes d'idéologie qu'on peut aussi éviter de tomber dans le piège de Daesh, comme le disait très justement Raphaël au soir du 13 novembre, c'est-à-dire finir le job et tomber dans une hostilité indiscriminée à l'égard des musulmans en général. On a peur aussi de faire le jeu de l'extrême droite selon un autre cliché consacré, en ne comprenant pas que ce politiquement correct aveugle ne cesse de faire monter les eaux du politiquement abject. Je dirais même qu'il faut désormais clairement cause commune. Il y a aussi la version bon sentiment, bobo nunuche. On a eu cette manifestation, par exemple, assez surréaliste après le 13 novembre à Toulouse, une marche, 15 000 personnes, pour manifester pour la paix, alors qu'on venait clairement de nous déclarer la guerre, enfin pour ceux qui l'avaient toujours pas compris, et manifester aussi contre la barbarie, sans dire laquelle, et contre les amalgames. Sur ce point précisément, je pense que nous avons aussi peur de dire à nos amis musulmans, et de se le dire à nous-mêmes aussi, que le pas d'amalgame et le faut pas stigmatiser sont clairement insuffisants. Plutôt que de se réfugier dans cette posture victimaire et défensive ou de l'encourager, on aimerait par exemple que les responsables musulmans nous expliquent pourquoi il y a tellement de branches pourries aujourd'hui dans l'islam qui pourrissent le monde, c'est-à-dire qu'ils cultivent l'esprit de responsabilité, comme tous nos amis musulmans qui se sont exprimés aujourd'hui, et qu'ils se posent aussi la question de l'état calamiteux d'arriération
aspiration démocratique où convulse le monde arabo-musulman et sur lequel prospère ou prolifère le cancer djihadiste. Rejeter toute la responsabilité sur l'Occident est inepte. Alors, il n'y a rien de choquant là-dedans, c'est un peu chacun son tour. Il fut un temps où c'était la chrétienté qui se trouvait à la croisée des chemins entre civilisation et barbarie. Aujourd'hui, c'est le tour de l'islam, mais il faut le dire clairement. Et puis, on a peur aussi de se demander, par exemple, comment un type comme Abdeslam a pu se cacher pendant 4 mois à Molenbeek. Il se trouve que j'habite en Seine-Saint-Denis depuis 30 ans, et il est vrai que ce type d'individus se sentent comme des poissons dans l'eau, ou en tout cas en sécurité dans leur milieu et leur quartier. Pourquoi ? Parce que les exploits guerriers de Daesh, qui est la dernière marque à la mode, fascinent beaucoup de jeunes dans ces banlieues, il faut le dire, et parce qu'aussi il y a une vraie difficulté psychique, et c'est l'imam de Bordeaux qui le souligne, donc ce n'est pas faire de l'islamophobie que de le dire, de la part de beaucoup de musulmans à se désolidariser de leurs brebis galeuses. On peut d'ailleurs faire une analogie de ce point de vue-là avec le terrorisme d'extrême gauche. La fraction Armée Rouge, par exemple, on a pu en venir à bout assez vite. Bon, on n'était pas dans un monde planétarisé, mais c'est aussi parce qu'il se voulait l'avant-garde du peuple de gauche et que le peuple de gauche a clairement rejeté cette violence. On aimerait donc que cette eau où des milliers de poissons continuent de naviguer en eau trouble, et des poissons ultra dangereux, eh bien, deviennent pour eux bouillantes, et qu'ils y soient clairement dénoncés dans tous les sens du terme. Je crois qu'il faut vraiment que nos compatriotes musulmans avec qui nous souhaitons évidemment vivre, se mobilisent davantage contre leurs extrémistes dans une guerre qui doit nous être absolument commune. Voilà. Merci. Ce que je retiens, entre autres choses, de ce que vous venez de dire, vous posiez 2 questions. C'est est-ce qu'on a peur et vous disiez on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le dire. Madame Pina, vous qui êtes élue, justement, vous avez été prise dans une polémique puisque vous aviez dénoncé ce qui s'était passé dans un salon dans le Val d'Oise, si je me souviens bien, et notamment les propos qui avaient pu être tenus sur le statut de la femme au sein des sociétés musulmanes. Est-ce qu'il vous semble que c'est parce qu'on n'a pas le droit ou parce qu'on a peur ? Parce qu'en l'occurrence, vous n'avez pas eu peur et effectivement, vous avez été sanctionné. Donc vous avez été sanctionné parce que les autres ont peur ou parce qu'on n'a pas le droit ? Il y a toujours 2 aspects. J'ai peut-être été sanctionnée par mon parti, mais ça faisait des années que je portais un discours dans le vide absolu et que je perdais tous mes combats en interne. Et là, ça m'a valu une reconnaissance extérieure. Le monde est étrange et paradoxal. Il n'y a pas eu que du mauvais, pour moi en tout cas. Donc je tiens à le dire parce qu'il faut être un peu sincère et je ne vais pas me faire passer pour une victime. Probablement que sans que ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question sur pourquoi les voix démocratiques n'arrivent pas à se faire entendre, je dirais d'abord, la première chose, c'est que le politique, aujourd'hui, refuse sa mission. Autrement dit, il y a, quand on est un homme politique, quand on est un représentant politique, on a à la fois la charge de porter la bataille pour un camp, mais on est aussi les garants du monde commun. Il y a dans ce monde commun, quand on dit on est attaqué pour ce que nous sommes, la définition que nous donnerons de ce que nous sommes, c'est à peu près notre monde commun. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous permet de dépasser nos différences, c'est ce qui nous permet de nous supporter et d'agir ensemble, alors qu'il restera toujours des choses irréductibles qui feront que moi, je ne serai jamais l'autre. C'est ce qui aussi permet d'accepter l'altérité et d'en faire une force au lieu d'une peur. Or, aujourd'hui, les politiques sont très mal à l'aise avec leur fonction de légitimation du monde commun. Il n'y a qu'à voir, écoutez un homme politique dire « Vive la République, vive la France », vous avez l'impression que les mots sont trop gros pour sa bouche. Ça sonne faux quand on les entend. Mais en tout cas, moi, et pareil, quand je l'entends dire « Vive la République », la nation, c'est encore pire. On sent en plus là qu'il se force. Et ça se comprend. D'une certaine manière, on ne naît pas armé pour comprendre ce qu'est un monde commun. On ne naît pas armé pour transmettre les principes et les idéaux de nos civilisations à nos enfants. Il faut qu'on l'apprenne. Tout simplement, le fait de se dire, par exemple, qu'une des grandes forces que nous portons en nous, c'est cette vision de l'égalité des droits. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'entre hommes, femmes, que quelles que soient les couleurs, que quelles que soient nos appartenances religieuses, que quelle que soit même notre philosophie, finalement, dans la sphère publique, nous sommes égaux? Parce que nous avons en partage la même humanité. À partir du moment où on refuse à la femme cette égalité-là, quelque part, on lui refuse aussi sa part d'humanité.
Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, je trouve que, par exemple, le politique n'est pas capable. Je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve qu'il y a un petit scandale en ce moment avec Air France et une question d'hôtesse voilée en Iran. Les hôtesses ont refusé de se voiler. On peut discuter à l'infini, mais toujours est-il que les gens, quand vous exprimez là-dessus, vont vous répondre « Ah oui, mais attendez, il faut quand même obéir aux coutumes du pays. » Et si vous les regardez et que vous leur dites « Ok, d'accord, c'est une coutume folklorique, donc pour vous, le fait d'amoindrir la femme, de lui refuser l'égalité, c'est donc une coutume folklorique. » Donc, j'imagine qu'à l'époque, quand vous alliez en Afrique du Sud, eh bien, au moment où on atterrissait, on mettait une porte pour les Noirs et une porte pour les Blancs, histoire de respecter des coutumes folkloriques d'un pays. Là, on vous répond « Ah non, 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 il y a atteinte à la dignité humaine. » Et on a raison. Et on a raison de répondre ça. Oui, il y a atteinte à la dignité humaine. Et sincèrement, quand c'est les femmes, il n'y a pas atteinte à la dignité humaine. Moi, j'ai fait, en tant que femme, j'ai beaucoup de gens très intelligents autour de moi, bien plus intelligents que moi. Beaucoup d'hommes qui ont fait énormément d'études, qui sont philosophes, essayistes, etc., etc. C'est un petit peu compliqué de voir qu'on a le droit de contester mon égalité. Eux ne se posent jamais la question de comment ils réagiraient si on leur proposait d'être voilés. Après tout, la femme est impudique. J'en sais rien. L'homme montre plus de choses dans son pantalon. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas une grande voile? Non, mais c'est vrai, ça serait... au moins, on pourrait se retenir. Parce qu'après tout, pourquoi nous, femmes, n'aurions-nous pas des pulsions? Donc, il y a quand même... Il y a dans ce refus, y compris chez nous aujourd'hui, de défendre réellement l'égalité homme-femme, quelque chose qui me choque profondément. Et pourquoi? Parce que... je ne parle pas du haut d'un Aventin. Il y a des choses que je vois autour de moi, il y a des choses qu'on raconte, il y a des choses que je vis. À un moment donné, aujourd'hui, à 20 km du lieu où nous sommes, il y a des femmes qui n'ont pas les mêmes droits que moi. À 20 km d'ici, du cœur de Paris, il y a des femmes qui se regroupent à une dizaine ou à 12-13 pour aller dans un café, pour montrer que c'est pas sale, qu'elles peuvent y aller. Et là encore... elles peuvent le faire. Mais si vous écoutez le témoignage de Nadia Remadna, par exemple, à Sévran, vous vous rendrez compte que dans certains endroits, non, je suis désolée, les femmes n'ont déjà plus les mêmes droits que les hommes. Dans certains endroits, elles sont soumises à une forme de police du comportement. Et cette forme de police du comportement n'est défendue par personne. Pourquoi? Parce que quand le politique ne fait pas son travail de transmission et son travail de légitimation du monde commun, personne ne peut le faire derrière. Et je vous raconte une dernière anecdote. C'est lorsqu'on a décidé de faire les ABC de l'égalité. Très très belle initiative. Honnêtement, très joli poster, intelligent et tout ce que vous voulez. Sauf que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le poster, on est lavé les mains, on l'a affiché à l'intérieur des écoles et on a dit aux directeurs d'école, démerdez-vous. Et les directeurs d'école, sincèrement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais si pendant 1 an, le politique avait porté cette notion de laïcité et porté réellement, c'est-à-dire c'est pas un mot valise, on y va, on s'engage et on le fait vivre. Et c'est vraiment, à ce moment-là, vraiment, je vous jure que vous aurez toute la deuxième ligne qui montera, parce qu'elle ne demande que ça, parce qu'elle n'attend que ça, et parce qu'aujourd'hui, elle se sent abandonnée. Et dernière chose, puisqu'on est dans un workshop, moi j'avais envie de vous lancer une idée, parce que je sais qu'ici, il y a toute la société civile, et que vraiment, n'attendez pas les politiques, réveillons-nous d'abord. Sinon, on sera mort avant qu'ils se réveillent. Il y a une chose qu'on peut faire tous ensemble ici. On peut monter une association et on peut se dire, quand vous avez à Lille, à Roubaix ou même en région parisienne, des salafistes qui arrivent, avec un discours absolument immonde. On nous dit, ah, vous savez, on ne peut pas les interdire, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Soyons le trouble à l'ordre public. Puisque notre gouvernement ne nous défend pas, alors nous avons les moyens d'investir la rue. Mais investissons la rue intelligemment, exactement comme ils ne le font pas. Allons-y avec des tambours, avec des trompettes. Allons-y avec des écrans géants sur lesquels on projettera la source des femmes. Allons-y avec des chansons. Allons-y avec toute la culture. Cette culture qu'on a envie aussi de donner et de partager. Parce que, comme je le disais, personne ne n'est armé pour rentrer dans le monde commun. Il y a une transmission à faire. Cette transmission, elle est à faire que nos parents vivent ici depuis des lustres et des générations, ou qu'ils soient arrivés dans 15 jours. C'est la même chose. Donc cette transmission, on la fera aussi par la culture. Parce que Gramsci a certes dit, quand un monde peine à mourir et quand l'autre peine à naître, dans cet entre-deux,
il y a la naissance des monstres. Il n'a pas dit que ça. Il a dit aussi que la meilleure force de résistance à l'intérieur d'une nation, c'était le fait d'être conscient de ce que l'on est et de défendre sa culture au sens incluant du terme et pas excluant. Et je crois qu'on en est là et que nous, on a de très très belles choses à dire au monde et qu'il est temps qu'on reprenne cette parole et ce flambeau. Et donc vous nous expliquez qu'il faut du courage et que les politiques en manquent, mais j'ai envie de m'adresser maintenant à Raphaël Glucksmann, parce que vous parliez de ces hommes diplômés essayistes, de savoir ce qu'il en pense. Non, mais je me doute bien que vous ne parliez pas de lui en particulier, mais est-ce que ça ne relève que du courage, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de confusion idéologique? Parce que vous dites, il faut savoir qui nous sommes, mais est-ce qu'on le sait qui on est? Et par ailleurs, qui on est, c'est aussi, nous sommes ceux qui ont décidé qu'il fallait être dans l'universel, qu'il fallait respecter la différence. Et comment on se sort d'un monde où on a expliqué aux gens qu'il n'y avait pas de différence entre civilisations, et la minute d'après on leur dit vous faites partie d'une religion qui est un peu con parce que finalement vous êtes aliénés si vous y adhérez. Donc quel travail on doit faire sur notre propre pensée pour que ce courage-là justement il soit aussi structuré? Non, bonsoir, c'est une très très bonne question, et je pense qu'effectivement il y a une confusion idéologique qui est liée à une absence de courage intellectuel, et aussi, à mon avis, à une trop longue période de mépris pour notre propre histoire. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment d'où on vient et on ne sait plus vraiment qui on est. Et on ne sait plus en fait ce que représente réellement, ce que veulent dire des slogans qu'on continue à annoncer, mais qui ont été complètement démonétisés. C'est-à-dire le vivre ensemble, l'égalité, la fraternité. C'est des choses qu'on répète, mais qu'on n'a pas su faire vivre, qu'on a abandonné, qu'on a cessé d'habiter, et qui du coup aujourd'hui ne font plus aucun sens quand ils sont répétés. Par exemple, comment est-ce que vous pouvez parler de vivre ensemble dans une société où un jeune qui naît à Trappes, dans le 8e arrondissement de Paris, ou dans une zone périurbaine de Picardie, ne se croiseront jamais? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution, de moment où ils se croisent. Comment vous voulez parler d'égalité ou de fraternité, alors même que quand vous allez par exemple au nord de la France, à Calais, vous avez une juxtaposition de mondes qui ne se croisent jamais, sans nécessairement que ça soit des ghettos culturels ou communautaires, ça peut simplement être des ghettos sociaux, et que donc nous avons perdu le sens des mots qui sont censés nous fonder. Et donc il va falloir retrouver ce sens-là. J'ai entendu qu'il y a eu un intervenant dans le panel précédent qui parlait de service civique, par exemple. Moi, ça me semble être une mission essentielle de la République, de remplacer ce qui a été arrêté, le service militaire, par quelque chose qui n'est pas le service militaire, mais qui permette à une société de se construire ensemble, à des jeunes de se croiser. On ne fait pas une société comme la nôtre sans se croiser, pour la simple raison que notre société n'est pas naturelle, et qu'elle est le produit d'une longue construction, d'une construction politique, sociale, idéologique, et que si on ne la dit pas, si on ne mène pas ces combats, si on ne la défend pas, eh bien elle se délite d'elle-même, et les gens se replient sur ce qu'ils pensent être le plus naturel pour eux, que ce soit leur communauté ethnique, leur communauté religieuse, leurs groupements sociaux. Et pour moi, l'enjeu, en fait, c'est de ne pas laisser la République finir en juxtaposition de groupes différents qui n'ont plus de lien. Et ça, l'enjeu pour les politiques aujourd'hui, c'est pas seulement de dire, c'est de faire être ce qu'ils continuent à dire, parce que le mot république ou les concepts idéologiques abstraits, ils existent. On nous parle de laïcité, on nous parle de république, et c'était un témoignage très fort sur comment est-ce qu'on nous parle d'une chose qu'on ne fait pas vivre. Et ça, à mon avis, c'est ça qui tue la capacité du discours politique à être écouté. Et juste pour continuer sur nommer l'ennemi, je pense que c'est extrêmement important de nommer l'ennemi sans le transformer, le diminuer à des simples réseaux criminels, puisqu'il y a une idéologie derrière ces réseaux criminels, sans aussi extrapoler, c'est-à-dire sans le transformer en civilisation ou en religion en tant que telle, parce que c'est pas une guerre de civilisation, c'est pas une guerre de religion, mais il faut aussi nommer nos amis, parce qu'on a des amis à travers le monde, on a des amis à Tunis, on a des amis à Raqqa, le conflit qui est en cours n'a pas lieu qu'en France, et il faut donc nommer qui sont nos amis,
et qui sont les gens que nous devons aider. Et enfin, il faut poser une question qui, à mon avis, est la grande absente de tous les discours, c'est-à-dire que c'est un problème qui est global et qui est européen. Comment on peut penser qu'on va résoudre le problème du terrorisme, par exemple, en ne prenant la question que sous son angle français? Il est important de poser la question de l'Europe et ensuite de comprendre que, en gros, l'entre-deux post-idéologique dans lequel on se trouve ne fonctionne plus. C'est-à-dire, soit on accepte le discours du repli, on accepte qu'il va falloir restaurer les frontières, que l'Union européenne a échoué, que pour lutter contre les terroristes, pour faire face à l'afflux de réfugiés, eh ben, il va falloir que chacun s'occupe de sa propre maison, ou alors on va rendre l'Union européenne cohérente, c'est-à-dire qu'on va créer un parquet européen, on va mutualiser les services européens, et on va créer une entité politique européenne réelle. Et à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parce que les choix n'ont jamais été faits sur l'Europe, sur le vivre ensemble dont on parlait, parce que les choix n'ont jamais été faits, eh bien, la parole politique a perdu tout crédit. Et que donc l'enjeu aujourd'hui, si on ne veut pas que les discours de repli l'emportent, si on ne veut pas voir le Front National l'emporter aux élections, il va falloir présenter un projet cohérent face au Front National et l'habiter, ce projet. C'est-à-dire vraiment le porter de manière absolue et ne pas avoir des mots trop grands pour nos bouches parce que effectivement, on sent qu'on n'y croit pas parce qu'on ne met pas derrière les moyens pour les mettre en œuvre, ces concepts. L'exemple pour moi ultime, c'est on a eu raison ou tort, ça se discute, de dire apartheid quand on parle de la situation en France, mais si on emploie des mots aussi forts et qu'on est un leader politique, je pense qu'il faut ensuite avoir une politique qui corresponde à la force des mots qu'on emploie. Donc c'est pas juste nommer, c'est vraiment mettre en œuvre le concept qu'on nomme. Et ce projet cohérent dont parlait Raphaël Glucksmann, Richard Malka, finalement, en tant qu'avocat de Charlie Hebdo, on a vu qu'il y avait à la fois eu une énorme vague de soutien à Charlie après les attentats dans le monde, mais finalement, même au niveau européen, quand Charlie a recommencé à apparaître, et notamment la première couverture qui a suivi, il n'y a pas eu que du soutien, parce que précisément, les cadres français ne sont pas les cadres européens. Donc est-ce que vous pensez que c'est à portée de main, ce projet commun, et parce que ça fait aussi partie de la question sur comment faire entendre ces voix démocratiques ? Et la forme d'ailleurs, puisqu'il y avait des gens qui jugeaient que la manière dont Charlie le faisait était aussi excluante. Donc comment trouver l'équilibre entre la liberté de penser, la liberté de parole, et le fait, sans être dans l'aliénation, mais le fait de faire en sorte que les gens soient enclins à continuer à nous écouter ? Alors, contrairement aux trois intervenants précédents, ma fonction n'est pas tant de penser que d'agir, même s'il n'est pas interdit de penser quand on agit et d'agir en pensant. Ceci étant dit, pour répondre à votre première question, et je répondrai à la dernière ensuite, qui était de savoir pourquoi c'est si dur de se faire entendre, ça je peux en témoigner très concrètement. C'est si dur de se faire entendre parce que c'est dur. Parce que c'est dur quand on mène ces combats-là. Parce que quand vous vous engagez dans un combat pour la laïcité et qu'elle est incarnée, cette laïcité, qu'elle ne constitue pas que des bons sentiments et des mots, quand il s'agit de défendre la liberté de blasphémer, c'est-à-dire de se moquer des religions, quand il s'agit de défendre concrètement l'égalité homme-femme, quand il s'agit de dire les choses, de dire qu'il y a des zones en France où des femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent, alors là, ça devient tout de suite dur. Quand il s'agit de dire que tous les politiques... Mais pourquoi c'est dur, justement ? Parce que Madame Pina nous disait... Mais parce que vous imaginez pas ce qu'on vit. Que c'est une question de courage. Moi, je connais à peu près tous les combattants de ces combats-là, tous les militants de ces combats-là, et je pense que nous vivons tous la même chose. Vous commencez à être parfois récupéré par l'extrême droite, en tout état de cause qualifié d'islamophobe par vos amis de la presse de gauche, ensuite de néo-réactionnaires, vous vous en prenez des tonnes et des tonnes sur Twitter et sur Facebook, vous êtes poursuivi en justice, moi je suis mis en examen par Dieudonné, c'est dire qu'on en arrive là, et au pire, pour injure, et quand ça se passe vraiment mal, vous vous faites tuer, donc oui c'est dur. C'est franchement dur, parce que ces gens-là se sont fait tuer parce qu'ils défendaient ces causes-là et ces principes-là. Donc c'est
éreintant. Et on comprend Kamel Daoud, qui décide à un moment d'arrêter, parce que c'est plus possible de vivre la calomnie jour après jour de la part des sociologues unanimes et de journalistes qui sont dans les bons sentiments. Vous en avez marre. Le choix du bonheur, c'est pas celui-là. Ceci étant dit, si personne ne mène ces combats-là, alors effectivement, nous allons tous vivre un jour dans une société que nous n'aurons pas choisie. Et la responsabilité du politique, elle est évidemment énorme. Et les politiques sont depuis maintenant des décennies d'une lâcheté confondante, tout parti confondu, et tous les politiques subventionnent les mouvements communautaristes, parce que c'est de cela dont il s'agit. Et aussi bien Chevènement que Sarkozy, quand il s'agissait de créer le CFCM, ont renoncé à exiger que ces mouvements, que l'UOIF, que le CFCM renoncent à punir de mort l'apostasie, c'est-à-dire la possibilité pour les musulmans de changer de religion. C'est insupportable. C'est-à-dire qu'on a un discours sur la République, la laïcité. Comment voulez-vous que les gens y croient encore ? C'est impossible. C'est totalement désincarné. Plus personne n'y croit. Quand François Hollande parle de laïcité et de république et nomme Jean-Louis Bianco président de l'Observatoire de la laïcité, c'est pas possible. On peut plus y croire. Plus personne ne peut y croire. Donc voilà. Mais quand ensuite on pose ces mêmes questions au peuple français sur des questions concrètes et je vais parler de ce que je connais, de ce pourquoi j'ai combattu, c'est-à-dire Charlie Hebdo et la question des caricatures de Mahomet et Babylou. Et bien sur ces deux questions, sur les mêmes sondages, vous avez cette fois 80% des Français qui disent être en accord avec Babylou et en accord avec Charlie Hebdo. Donc quand ça devient incarné, vous avez des Français de toute religion qui viscéralement se déclarent attachés à la laïcité, sauf qu'on les laisse tomber, ces Français-là, de toute confession. Et qu'il n'y a pas un parti politique, à part peut-être le PRG, parce que structurellement, c'est sa colonne vertébrale, la laïcité, mais c'est un tout petit parti. Vous n'avez pas un parti politique qui fait preuve de courage sur ces questions-là et d'un peu de panache. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. On arrive à la fin de notre temps de parole. On n'a pas besoin aujourd'hui on n'a plus besoin de bons sentiments, on a besoin de combattants qui fassent la guerre le cœur rempli d'amour, comme le disait Saint Augustin, toujours, mais quand même de combattants. Et je crois qu'on a les moyens de formuler un discours apaisé, mais ferme. Et on attend cela du politique, on entend plus cela du politique depuis longtemps. Je pense que ce sera un des débats majeurs de la prochaine présidentielle. Et effectivement, comme vous, je pense que si on n'investit pas et que si on n'incarne pas ce débat-là, alors d'autres le feront. Et ceux qui se foutent en réalité de la laïcité et qui ne l'emploient que comme un argument politique, parce qu'il y a encore moins laïque que l'Observatoire de la laïcité, c'est le Front National. Et puisqu'il nous reste quelques minutes malgré tout, j'avais envie de vous poser une question, puisque on vous entend tous faire le constat du fait que les partis politiques ne sont pas à la hauteur depuis déjà pas mal de temps. Mais finalement, pourquoi les uns et les autres, vous n'êtes pas engagés dans des partis politiques ? Parce qu'il y a-t-il moyen de faire autrement ? Alors vous avez une expérience différente, vous, parce que vous étiez dedans. Mais est-ce que malgré tout, ça n'est pas le seul moyen de se battre au sein des partis ? Oui, il faut de toute façon, si on veut changer les choses, il faut pouvoir s'organiser collectivement, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, où en sont nos partis ? Sincèrement, ce ne sont plus des lieux de vie. Tout ce qui reste dans les partis aujourd'hui, j'allais dire, c'est du fond de cuve. C'est quand vous avez tellement attaché que de toute façon, vous jetez la casserole. Donc il n'y a pas grand-chose à détacher. Pourquoi ? Mais c'est vrai, bon, c'est méchant, mais... moi, j'observe ce que je vois. Tout simplement, je vois des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui parfois ne peuvent rien transmettre parce qu'ils n'ont pas les mots pour le faire. Je vois aussi des gens qui, depuis des années, en fait, à peu près depuis les années 80, ils ne font plus que de la gestion. Ce sont des gens qui n'ont plus aucune vision de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils peuvent transmettre. La vision d'un monde en commun, ils ne la partagent pas, donc ils ne peuvent pas la faire partager. En revanche, ceux qui savent très bien, c'est que le contrôle d'un petit paquet de voix peut vous permettre de contrôler une ville, à condition que vous ayez investi sur la bonne clientèle et que votre réseau électoraliste fonctionne. Ceci dit,
Si cela marche aussi bien, c'est parce qu'énormément de Français ont arrêté de voter. Quand vous avez 80-90% d'une nation qui vote, c'est compliqué de tout maîtriser grâce au clientélisme. Et si vous avez du clientélisme, je vous garantis que vous avez de la corruption aussi, parce que ça marche ensemble et qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui, peuvent pas perdre leur place parce que le risque, c'est aussi de terminer en prison, ou en tout cas d'avoir sa réputation extrêmement écornée. Vous avez des gens qui ne sont pas courageux, mais qui veulent quand même le poste. À un moment donné, quand vous voulez incarner quelque chose, vous faites le travail ou vous partez. Moi, je ne suis pas un taliban. Je suis même prête à fermer les yeux sur des choses très discutables quand les personnes font le travail. En revanche, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les gens ne font pas le travail et que pour le coup, les dérives sont énormes. La dernière chose, c'est que c'est extrêmement facile aujourd'hui d'être élu parce que vous n'avez plus rien à garantir. Autrement dit, pour offrir une garantie, il faut avoir les moyens du contrôle. Aujourd'hui, sur les territoires, par exemple, le contrôle de légalité, ça n'existe quasiment plus. Pourquoi ? Parce que si un jour vous êtes préfet et que vous cognez un gros médiéval local, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se retourner vers le politique national qui ont conquis leur pouvoir justement en installant des baronnies locales. Donc vous protégez qui ? Ceux qui vous ressemblent ? Ou ceux qui vous rappellent à vos devoirs. Vous protégez ceux qui vous ressemblent. On a un vrai problème aujourd'hui, j'allais dire, de revivification. Moi, j'attends plus rien des partis politiques, je les connais par cœur. En revanche, sans parti, on ne changera rien. Donc, moi, j'attends plutôt des nouveaux partis. Sur l'échéance 2017, je vais vous dire très clairement, je suis plus que pessimiste. On est parti pour nous resservir exactement la même carte et la même tambouille que ce qu'on a eu en 2012. C'est comme ça. En l'occurrence, c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en marche. Pour 2017, on fera peut-être rien. Pour 2022, on peut peut-être sauver notre pays. Mais justement, il nous reste assez peu de temps, mais je voulais vous poser cette même question-là. Pourquoi ne pas vous engager finalement et ne pas, puisque les partis n'y arrivent pas, ils ont besoin de qui les partis ? Oui, enfin, parce que c'est pas notre métier. On s'engage intellectuellement, mais Richard a tout à fait raison. On est tellement attaqué, tellement traîné dans la boue. J'ai découvert, par exemple, ce week-end, c'est anecdotique, mais enfin, c'est bon, ça nous arrive à tous, que le collectif contre l'islamophobie a porté plainte auprès du CSA contre moi pour un article que j'avais fait sur les jeunes du 9-3 après le 13 novembre et leur réaction, comme quoi j'étais attentatoire à la cohésion nationale. Bon, le CSA s'est réuni en plénière le 27 février pour juger qu'il n'y avait pas lieu à poursuite. Mais enfin, c'est quand même assez désagréable. Donc on a parfois envie vraiment d'abandonner le combat tant on se sent peu relayé. À propos d'incantatoire, pour illustrer ce que vous disiez, par exemple, 3 jours avant le 13 novembre, au plus haut sommet de l'État, François Hollande nous affirme qu'il n'existe pas de territoire perdu dans notre belle République. Bon, les bras vous en tombent. Alors, c'est des mantras extatiques. Et c'est atroce, parce que ce sont les plus belles de nos valeurs, la plus belle chose que nous ayons à offrir au monde, nos valeurs universelles, qu'on démonétise totalement. Et c'est atroce aussi, parce qu'en 2002, et même indécent, je dirais, il y a un livre qui est sorti qui portait ce même nom, Les territoires perdus de la République. Évidemment, il a été boudé par les médias, considéré comme abominablement raciste et islamophobe. Il était scandaleux, à l'époque, d'oser constater une offensive salafiste dans les banlieues. Or, à l'époque, toute la génération djihad, les Abdeslam, Kouachi et autres, et Meira, étaient des enfants. C'est atroce de le penser. Nous avons perdu 15 ans de rattrapage à l'allumage et une génération entière. C'est assez tragique. Oui. On doit conclure. Oui, juste Raphaël, en 20 secondes, 30 secondes, pour pas rester sur une note, justement, c'est très dur, c'est très dur, c'est très dur, et finalement, quoi, on renonce ? Non, mais je pense qu'il y a quelque chose en amont de la médiocrité de nos hommes politiques et nos femmes politiques, c'est la défaite de la pensée. C'est-à-dire que c'est le moment où on a arrêté de penser ce que nous étions. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, en amont, c'est d'abord de retrouver une forme de récit français sur qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est qu'être européen, qu'est-ce que c'est qu'un projet pour l'Europe, et ensuite le porter dans l'arène politique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sort de Sciences Po, on entre dans un parti politique et sans jamais avoir, à un moment donné, été habité par une vision de ce que pourrait être la France et de ce que pourrait être l'Europe. Donc, on va reprendre les choses à l'endroit et avant de prendre notre carte dans un parti politique, on va essayer de formuler cette vision-là. Alors,
30 secondes avant de remettre le prix que vous devez vous-même remettre, le prix de l'audace. Non mais 30 secondes pour finir effectivement sur une note un peu plus positive. Moi, ce que je vois se lever quand même depuis des années et ce qui me donne de l'espoir, c'est aussi une génération de Français de culture musulmane qui sont plus laïcs que nous encore et qui sont plus attachés et qui sont des combattants acharnés de cette laïcité parce que ce sont les premiers bénéficiaires de cette laïcité, parce que la laïcité, pour le fils de métèque que je suis, c'est ce qui permet l'égalité, c'est ce qui permet de ne pas être envoyé à sa religion, à sa différence, c'est ce qui fait qu'on voit davantage les ressemblances que les différences, c'est l'universalisme auquel vous faisiez référence, et il y a de plus en plus d'intellectuels, de femmes, d'hommes musulmans qui aujourd'hui militent de manière très courageuse, et c'est encore plus courageux pour eux parce que dans leur environnement c'est souvent difficile pour ces valeurs-là, et c'est un motif d'espoir. Merci.